L'extrait que je vais vous lire illustre de façon spectaculaire la maîtrise exceptionnelle que le Dr Milton Erickson avait acquise de la suggestion et des techniques de l'hypnose. Cette démonstration reste encore aujourd'hui d'un niveau rarement égalé. Elle mêle des suggestions explicites, des suggestions implicites, des suggestions non verbales et ce qu'il nomme des signaux minimes, c'est-à-dire des indices infimes, non perceptibles consciemment, subliminaux, mais qui conditionnent les personnes et permettent d'obtenir un état de transe hypnotique très profond, des phénomènes hypnotiques et des comportements bien spécifiques. L'extrait est un peu long et la description de la procédure demande un peu d'attention, mais je vous conseille vivement de l'écouter jusqu'au bout. J'ai dû faire quelques petits ajustements pour en rendre la lecture plus naturelle. Cependant, ce que vous allez entendre, c'est bien du Erickson dans le texte. C'est tiré d'un article de 1964 intitulé « La surprise et mon ami John, signaux minimes et expérimentation dans la vie quotidienne ». Je précise que le terme de sujet désigne traditionnellement dans le jargon la personne hypnotisée. Voilà, je vous laisse avec Erickson. Un exemple que l'on peut citer de la technique de surprise est d'un caractère légèrement différent, en ceci qu'il dépend entièrement de l'utilisation de signaux minimes. Il s'agit d'une expérience complètement improvisée qui s'est déroulée dans un amphithéâtre de l'université, devant un groupe de médecins et de psychologues. La plupart d'entre eux étaient bien informés sur l'hypnose, mais quelques-uns n'en avaient aucune connaissance. On s'est servi de signaux minimes que ni l'auditoire ni les sujets n'identifiaient, pour obtenir d'une part un état de transe profonde, et d'autre part des réponses particulières. En l'absence de signaux identifiables pour l'auditoire, les sujets devaient donc avoir une réaction plutôt inhabituelle et inexplicable pour l'auditoire comme pour les sujets, tant que je n'en avais pas fait la démonstration. La situation est la suivante. En entrant dans l'amphithéâtre par la porte qui fait face à la salle, je remarque par hasard des craies de couleur juste derrière le lutrin, posé sur le bureau derrière lequel l'orateur se tiendra pour parler, et un tableau sur le mur derrière le bureau. Sur le moment, je n'y accorde pas plus d'importance. Comme à mon habitude, j'entreprends plutôt d'étudier attentivement l'auditoire, de manière à m'en faire une idée, et à noter tout ce qui peut présenter un intérêt pour moi. C'est ainsi que je remarque deux jeunes femmes, assises au fond de l'amphithéâtre, l'une un peu plus en arrière que l'autre. L'une d'un côté de la salle et l'autre du côté opposé. L'expression absorbée et attentive du visage des deux jeunes femmes m'amène à la conclusion qu'elles sont ce qu'on pourrait appeler de bons sujets pour l'hypnose. Il n'est pas prévu au programme que j'intervienne, mais je m'assieds au premier rang pour observer l'orateur qui doit parler d'hypnose et faire la démonstration d'une induction de transe avec un sujet entraîné. À la fin de cette prestation, quelqu'un me demande si j'ai quelques commentaires à faire. Comme la démonstration n'a pas vraiment été satisfaisante, même du point de vue de l'orateur, j'accepte cette invitation. J'explique que je désapprouve les suggestions directes, insistantes et autoritaires qui ont été employées. J'indique que l'intervenant n'a fait aucun effort réel pour répondre au malaise manifeste du sujet, à sa gêne de se retrouver devant cet auditoire, ni au ressentiment ou aux résistances suscitées par la façon autoritaire dont on le traitait. Je souligne l'importance des suggestions discrètes, permissives et indirectes, en insistant sur le fait que les suggestions directes peuvent faire naître des résistances. Mes commentaires sont peu appréciés par l'orateur, peut-être parce qu'il a l'impression que son sujet, jusque-là coopératif, l'a laissé tomber en quelque sorte. En tout cas, l'orateur insiste pour que je fasse la démonstration de cette fameuse approche discrète, permissive, avec des suggestions indirectes dont j'ai parlé. Il propose que je choisisse un sujet dans l'auditoire. J'accepte le défi plutôt à contre-cœur, mais je me rends compte qu'il y a peut-être là l'occasion de faire une expérience dont je serai le seul à savoir ce que j'espère pouvoir en obtenir. Le contexte se prête parfaitement à une expérience improvisée dans laquelle je serai le seul à connaître mes intentions, et sous le contrôle de tout l'auditoire, dont certains membres ne sont guère indulgents. J'aligne aussitôt 3 chaises devant le bureau. Je déclare solennellement que la chaise du milieu est la mienne.
puisque je préfère faire mes cours assis à cause des séquelles de ma poliomyélite. Sans donner d'explication, je sors 2 mouchoirs de ma poche et passe derrière le bureau. Là, sans que personne puisse voir ce que je fais, je choisis 2 morceaux de craie de couleur et les enveloppe chacun dans un mouchoir. Je dépose ensuite un mouchoir sur le sol à gauche de la chaise située à ma gauche et l'autre sur le sol à droite de la chaise située à ma droite. Même si quelqu'un était au courant pour les craies de couleur, personne ne pourrait savoir quel morceau j'ai choisi et enveloppé dans les mouchoirs. Lorsque je m'assieds sur la chaise du milieu, je saisis mon propre poignet droit dans ma main gauche et fais passer mon bras droit sur ma gauche. Bras droit manifestement plus faible à cause de ma maladie, mais pas faible à ce point comme on pourra le vérifier plus tard. Puis j'indique de ma main droite que cette chaise est pour un sujet. Je laisse retomber ma main droite sur ma cuisse, je touche la chaise à ma droite avec ma main gauche et je dis « cette chaise est pour un autre sujet ». Je n'explique pas le moins du monde pourquoi j'ai disposé les mouchoirs d'une façon si bizarre, ni pourquoi j'ai désigné les chaises en croisant les bras. Ainsi, chacun m'a vu faire un certain nombre de choses qui peuvent susciter l'étonnement, une extrême vigilance et une attention perplexe. Il y a eu la disposition des 3 chaises, celle du milieu étant tout spécialement désignée comme étant la mienne, et les 2 autres désignées d'une manière inexplicable comme les chaises des 2 sujets non spécifiés. Puis il y a cette histoire tout à fait bizarre de mouchoirs roulés comme s'ils contenaient des objets mystérieux que j'ai noués sous les yeux de l'assistance, mais qui n'a pourtant pas vu ce que mes mains ont fait. Et je les ai disposés si bizarrement, sans la moindre explication. Ensuite, je me mets à parler d'une façon aussi claire et aussi didactique que possible, de la nature et des mérites des techniques douces, discrètes, indirectes, permissives, de l'utilisation des inflexions et des intonations, des hésitations, des pauses. J'explique comment faire semblant de chercher mes mots pour amener le sujet à parler à ma place et comment donner des signaux minimes, des indices minuscules ou faire des allusions qui permettent au sujet de montrer sa coopération en les élargissant et en les mettant en œuvre. Puis je rappelle que j'ai déjà précisé qu'il y avait 2 chaises pour des sujets et que j'ai dit « cette chaise est pour un sujet ». Et je désigne de nouveau la chaise à ma gauche de ma main droite et que cette chaise, que je touche la chaise à ma droite avec ma main gauche, est pour l'autre sujet. J'ai donc touché à 2 reprises la chaise à ma gauche avec ma main droite et la chaise à ma droite avec ma main gauche, même si l'auditoire est parfaitement attentif. Comme le révéleront plus tard les questions posées, personne n'attache une grande importance au fait de désigner à 2 reprises les chaises du sujet en croisant les bras. Pourtant, tout le monde l'a vu. Et comme ils seront nombreux à le déclarer plus tard, ils mettent cela sur le compte de mon handicap physique, qu'ils comprennent tous fort bien, et que j'avais moi-même mentionné spontanément. Tout en faisant mes commentaires, je prends soin de laisser mon regard parcourir sans cesse la pièce, comme au hasard, jetant un coup d'œil sur les côtés, abaissant le regard du fond vers le devant de la pièce, regardant le sol juste devant moi, puis au loin dans la travée centrale, les murs, le plafond, le panneau « Ne pas fumer » sur le mur à ma droite, les chaises à côté de moi, la fenêtre à ma gauche par laquelle je peux apercevoir un arbre. Personne ne se rend compte que, lorsque je fais une pause, pour chercher mes mots, je regarde ici ou là, n'importe où, mais sans jamais regarder directement les auditeurs. Sauf 2 d'entre eux, à savoir les 2 jeunes femmes que j'ai remarquées en entrant dans la pièce. Je donne l'impression de regarder tout et tout le monde librement et avec aisance tout en parlant. En raison de l'aspect aléatoire de mon comportement et de la cohérence de mes phrases, personne ne semble s'apercevoir que 2 séquences fixes se reproduisent. Dans la première, je regarde par la fenêtre,
à ma gauche. Puis je déplace mon regard pour le porter directement sur le visage et les yeux de la jeune femme assise du côté gauche de la salle. Alors qu'en même temps, je m'arrange pour dire quelque chose comme « un signal minime signifie pour vous » ou « quand on donne des suggestions permissives, alors vous… » Toujours quelque chose qu'elle peut prendre pour elle. Puis mon regard descend l'allée de gauche jusqu'au devant de la salle, puis à la chaise à ma droite. Tout cela semble pourtant s'adresser à la salle tout entière. J'utilise une autre séquence du même type pour la jeune femme assise du côté droit de la salle. Chaque fois que je regarde le panneau « Ne pas fumer », je jette un coup d'œil à son visage et à ses yeux en donnant des suggestions comparables à celles données à l'autre jeune femme. Par exemple, quand vous recevez une suggestion, quelle que soit la façon dont elle est donnée, vous allez l'exécuter. Ou encore, de petites suggestions permissives peuvent être pour vous hautement significatives. Puis mon regard descend le côté droit de la pièce jusqu'en bas, puis vient se poser sur la chaise à ma gauche. En répétant ces remarques qui semblent s'adresser à tout l'auditoire, j'essaye de donner aux deux jeunes femmes un nombre suffisant de suggestions identiques, sous des formes parfaitement comparables. Ainsi, l'auditoire a donc l'impression que je m'adresse à l'ensemble du groupe, mais mon regard direct aux jeunes femmes et l'emploi du pronom « vous » a, sans qu'on le remarque, un effet cumulatif. Pour chaque jeune femme, la séquence des événements est constamment la même, mais à des intervalles irréguliers. Enfin, je comprends à l'expression figée de leur visage et à l'absence du réflexe palpébral que tout est prêt. Je me lève et je remonte l'allée centrale jusqu'à la deuxième rangée de sièges. Je regarde d'abord le panneau « Ne pas fumer » et ensuite la jeune femme sur la droite en disant lentement « Maintenant que vous êtes prête ». Je fais une pause, je respire profondément, je déplace lentement mon regard vers le mur du fond, je regarde ensuite par la fenêtre sur le côté gauche de la pièce, puis la jeune femme sur le côté gauche, et je dis de nouveau « Maintenant que vous êtes prête », je fais une pause. Levez-vous maintenant lentement et descendez et asseyez-vous à votre place. Tous les gens de l'auditoire regardent autour d'eux et sont surpris de voir les deux jeunes femmes se lever et descendre lentement les allées latérales, tandis que, de manière délibérée, je regarde fixement le mur du fond. Les deux jeunes femmes se croisent dans mon dos. Celle venant de droite prend place sur la chaise de gauche, et la jeune femme venant de gauche s'assoit sur la chaise de droite. Quand je n'entends plus le bruit de leurs pas, je comprends qu'elles ont atteint leur chaise et je dis très doucement « En même temps que vous vous asseyez, fermez les yeux et endormez-vous très profondément et continuez à dormir dans une transe profonde jusqu'à ce que je vous dise le contraire. J'attends quelques instants, puis je fais demi-tour et je m'assieds entre elles. Et je fais remarquer à l'auditoire que j'ai demandé aux deux femmes de s'asseoir à leur place. Pour souligner qu'elles s'étaient pliées à cette demande, je demande alors à l'orateur, qui m'a proposé de faire la démonstration d'une induction indirecte de transe et de suggestions indirectes, de vérifier qu'elles s'étaient bien assises sur les bonnes chaises. Comme il me regarde d'un air interdit, je lui demande d'examiner les mouchoirs posés de chaque côté des chaises. Il déroule le mouchoir à côté de la chaise de gauche et trouve un morceau de craie jaune. La jeune femme porte une robe jaune. La craie dans le mouchoir à côté de la chaise de droite est rouge, comme l'est évidemment la robe de cette jeune femme.
Pour gagner la bonne chaise, les deux femmes ont dû rejoindre celle qui est la plus éloignée en se croisant derrière mon dos alors que je regardais fixement le mur du fond. J'obtiens ensuite de chacune d'elles différents phénomènes d'hypnose profonde, puis je les réveille de l'état de transe en leur suggérant simplement. Elles se montrent étonnées et même stupéfaites de se retrouver face à l'assistance, et les questions de l'auditoire révèlent qu'elles ont toutes deux une amnésie totale de ce qui s'est passé pendant la transe, y compris le fait d'avoir quitté leur place, d'être venues sur le devant de la salle et de s'être assises sur leur chaise. Ensuite, elles sont méthodiquement questionnées par l'auditoire et elles expliquent toutes deux que quelque chose, elles ne savent pas quoi, leur a donné l'impression que je m'adressais personnellement à elles et que, sans savoir pourquoi, elles se sont trouvées un intérêt inexplicable pour la chaise sur laquelle elles sont maintenant assises. Elles ne peuvent donner aucune raison valable à ces explications, mais quand une autre transe est induite avec elles, tout ce qu'elles peuvent dire, c'est que je leur ai donné d'une façon ou d'une autre l'impression très nette de devoir aller en transe, mais elles ne peuvent pas dire d'où leur vient cette impression. Elles affirment que mon comportement complexe et inexplicable avec les mouchoirs a capté et fixé leur attention. Quand on leur demande pourquoi cela a été fait et dans quel but, elles regardent à côté de la chaise pour voir si les mouchoirs sont toujours là. Fin de citation. Ces deux jeunes femmes étaient étudiantes en psychologie, et elles eurent l'occasion d'étudier l'enregistrement de cette démonstration pour comprendre comment les suggestions cachées et les signaux non-verbaux que Erikson a donnés ont agi sur elles. La transcription de l'expérience témoigne de la patience et de la minutie exceptionnelle d'Erikson, même si l'auditoire a dû pour cela subir un cours magistral très redondant et rébarbatif. L'art subtil de la suggestion cachée s'exerce ici au détriment de l'art oratoire lui-même, car il lui faut répéter de très nombreuses fois des suggestions d'apparence générale pour conditionner ses sujets. Mais dans cet immense flux de paroles, à aucun moment, comme l'a montré l'enregistrement, ni le mot jaune, ni le mot rouge, ni descendez, ou des jeunes femmes, ou encore une jeune femme, n'ont été prononcés. Pas plus que les mots craie ou couleur.